La première bataille, c'est de loger tout le monde dignement. Je ne veux plus, d'ici la fin de l'année, avoir des femmes et des hommes dans les rues. Vous le levez, s'il vous plaît? Vous avez des papiers? Ah. Interdit, là, ici, comme ça, faire la manche interdit. Dormir, oui, mais pas ici. Dans les bois ou perdus. À l'aide de pelleteuses, ces ouvriers mandatés par l'État continuent de déblayer le campement des migrants pour le deuxième jour consécutif. C'est une question de dignité, c'est une question d'humanité et d'efficacité là aussi. 8 ans d'observation et de lutte contre l'injustice ont révélé un cycle infernal où les droits fondamentaux sont continuellement bafoués, laissant des personnes vulnérables prises au piège de l'errance et de la précarité. Une situation qui s'intensifie avec des événements tels que les Jeux Olympiques qui accueilleront des millions de touristes en 2024 à Paris. C'est ce que nous allons aborder aujourd'hui sur Blast avec Camille Gardès, enseignante chercheuse en sociologie urbaine et membre du collectif Accès au droit. Il ne reste plus qu'une immense étendue de sable et de terre. Retourner à la hâte pour faire disparaître toute trace de l'ancienne jungle de Calais. Les 250 CRS présents à Calais ont pour consigne la tolérance zéro. Tentes, sacs de couchage et couvertures sont systématiquement réquisitionnés. Objectif, éviter la formation d'un nouveau camp. Nous avons créé le cadre, donc c'est un rassemblement de personnes de terrain, soit des chercheurs, des chercheuses, soit des personnes plutôt associations ou même institutions qui travaillent sur les questions de l'exil à Paris et sur les conditions de vie des personnes exilées à Paris. Sur les 448 témoignages que nous avons recueillis, nous avons essayé de quantifier et de comprendre à quel type de violence les personnes exilées étaient soumises de la part des forces de l'ordre. Et celle qui revient de manière la plus récurrente, à 88%, c'est une violence qui consiste à disperser les personnes de l'espace public, à faire des évictions de regroupement. On voit bien comment c'est tout à fait dans une logique de gestion des flux, d'invisibilisation aussi des personnes dans l'espace public, de mettre les gens en mouvement. Donc, quelque part, le message très clair qui est passé, c'est vous n'êtes pas désirable dans cet espace public, vous n'êtes pas à l'abri dans cet espace public et, in fine, il n'y a aucun endroit en ville où vous pouvez clairement vous ancrer et vous installer. Il y a 3 semaines, ici, il y avait 250 personnes soudanaises qui survivaient là sous ce pont. Elles ont été emmenées dans différents sas régionaux, donc c'est des centres de tri en région et plus en Île-de-France. Elles ont été emmenées dans ces différentes régions et suite à ça, il y a des pierres qui ont été mises. Et en plus des pierres, pour être sûr que les gens ne reviennent pas, on a mis des grilles. Et donc ça, c'est des pratiques que malheureusement, on n'identifie que trop bien dans le cycle infernal des campements depuis 2015. On peut voir aussi que de l'autre côté du pont, il y a déjà des tentes qui, au milieu des pierres, se sont réinstallées. Mais vu qu'il n'y a pas encore de grilles, les gens ont essayé de trouver un peu de protection là-bas. Nous, au niveau des associations, des militants, on trouve ça évidemment hyper indigne. Et c'est le fait de toujours répondre à un problème social d'accueil par des mesures de sécurité, par des mesures d'éloignement, par des mesures d'occupation de l'espace public. C'est évidemment tout sauf insatisfaisant et ça ne résout pas le problème. Les gens vont trouver un autre pont, ils vont trouver un autre endroit plus loin, plus craignos. Ça va être plus difficile pour les associations de venir les aider, mais ça n'apporte aucune solution pérenne. À tout le secteur de Stalingrad, la Chapelle, etc., il y a de la présence policière tout le temps et c'est impossible pour les gens de s'installer là. Et ça, c'est beaucoup lié aux Jeux Olympiques parce qu'il y a une volonté de rendre Paris propre, d'enlever tout ce qui est pauvreté, misère, de cacher ça en tout cas, de cacher ça hors de Paris. Sur les quais. Pourquoi? Ils vont faire quoi sur les quais? Il y a des hébergements sur les quais? C'était pas votre objectif. Ah ouais, mais d'accord. Pourquoi? Ok. Je suis dans mon droit. Vous me laissez travailler. Je suis dans mon droit. Vous me laissez travailler. Non mais votre travail c'est de faire respecter la loi. La loi c'est d'héberger ces personnes. Non, la loi c'est d'héberger ces personnes. Ouais, j'ai le droit de filmer, presse ou pas. Je suis originaire d'Érythrée et je suis arrivé en France en 2014. Et pendant 12 ans, j'étais à la rue comme tout le monde. Et la vie, c'était très difficile parce que c'est pas un endroit fixe. Et souvent, il y a les polices qui arrivent, qui nous prennent nos tentes, qui nous dégagent l'endroit où on est. Tout le temps, il faut trouver un autre endroit pour être à l'abri. Par exemple, tout au début, comme j'étais ici justement au-dessus de ce pont, ils venaient, une fois qu'ils prenaient les tentes et tout ça, pour récupérer les affaires, ils nous frappaient carrément.
Et ils nous frappaient. Non, il n'y a pas des affaires ici, vous partez d'ici, vous dégagez. Comme j'étais à Calais aussi, par exemple, pareil, des fois, ils nous prenaient dans une voiture. On restait quelques minutes avec eux dans le commissariat. Ils nous lâchaient comme ça, on ne sait pas où aller, on ne connaît pas le pays, tu ne sais pas dans quel commissariat tu es. Donc on nous faisait marcher à pied pendant 1 heure, 12 heures, juste pour retourner là où on était ou pour rentrer dans la ville. Ils cassaient les tentes, ils ne comprenaient même pas à chercher parce que on avait, même si on n'avait pas grand-chose, mais on avait nos papiers quand même parce que tout le temps, il y a des courriers, il y a des procédures. Donc on perdait le papier, il faut recommencer tout à nouveau parce que les papiers sont dans la tente et une fois qu'ils ont cassé la tente, il y a les voitures qui viennent derrière, qui récupèrent tout et ils foutent ça aux poubelles direct en fait. Donc il faut recommencer tout à nouveau, il faut chercher les papiers et ça prend du temps aussi et les procédures, donc c'était très compliqué. La police détruit les biens matériels des personnes exilées. Alors ça peut être en effet jeter, mettre dans des bennes tous les matelas, les tentes, les duvets. Ça peut être de manière plus violente, on l'a vu à plusieurs reprises, lacérer avec un couteau des tentes de manière régulière pour déloger les personnes. Et in fine, ça a évidemment comme conséquence que les personnes, une fois à la rue, non seulement sont obligées de se déplacer, mais en plus se retrouvent sans capacité matérielle de se protéger du froid, des intempéries, tout ce qu'on peut imaginer. Les gaz lacrymogènes sont aussi utilisés, parfois même sur de la nourriture ou dans des tentes, pour rendre tout le matériel ou la nourriture complètement inutilisable. J'ai été dormir une fois en place de machine à laver. C'était beaucoup froid la nuit, je n'ai pas trouvé la tente, je n'avais pas de couverture. Ce matin, la police il revient, il n'a pas demandé de rêver, non. Il a mis déjà dans cette chambre spray, après il a demandé de rêver. Si j'ai rêvé, mon yeux il a tous avec l'eau. La police de la France, c'est trop compliqué. Ouais, c'est trop compliqué. Moi, jamais vu comme ça plus dans ma vie. J'étais en Italie, j'étais en Allemagne, j'étais en Autriche, j'étais en Pakistan, j'étais en Afghanistan, j'étais en Iran, j'étais en Bulgarie, Mais dans ma vie, j'ai vu pour la première fois comme ça, police. Ça fait une semaine. Ouais. Ça fait une semaine que vous les dégagez de partout. Ils ne peuvent pas dormir. Ces gens-là, c'est des réfugiés, c'est des demandeurs d'asile. Ouais. Ils peuvent dormir nulle part. On est en camion, oui, on a des couvertures, on distribue des couvertures. Vous voyez, là, ils n'ont même pas de couverture. Ils dorment sur les cartons et vous les dégagez. C'est très malheureux, monsieur. Ça, je le comprends bien, je l'entends bien. Maintenant, je vais vous expliquer une chose. D'accord ? Il y a des arrêtés qui sont fixés. Vous ne pouvez pas... ils ne peuvent pas s'installer n'importe où. Ça crée une gêne pour les riverains. Mais il faut la détresse, je la comprends, monsieur. Dites-nous, on va les installer là-bas. Monsieur, je vous parle. Moi aussi, je fais mon travail, c'est tout. Moi aussi, je fais mon travail. Mais faites votre travail, c'est bien, mais votre travail s'arrête là. Vous avez rien à dire. Je suis gendarme, vous faites partie d'une association. Moi, je vous demande de partir, vous partez, race. Non, ok. Race. On part ce soir et on va voir. Vous allez voir, on va installer un campement quelque part. On a répertorié quand même un certain nombre de cas dans lesquels les violences physiques sont si graves qu'elles provoquent des véritables blessures physiques. Et là, en effet, il s'agit pour beaucoup encore de gaz lacrymogène, mais aussi simplement de passage à tabac, de coups de matraque, de coups de pied, de coups de poing, du fait de faire tomber les gens, du fait de les traîner au sol, de manière extrêmement récurrente. Donc on a par exemple un témoignage qui est assez fort de quelqu'un qui explique que la police arrive pour un contrôle, il explique tout de suite aux policiers qu'il n'a rien fait de mal, il ne comprend pas très bien pourquoi il est contrôlé, et puis le contrôle dégénère très rapidement dans une situation où lui se fait tabasser, où lui se fait embarquer au commissariat, et où au commissariat, à nouveau, il subit des grosses violences physiques, tant et si bien que lorsqu'il quitte le commissariat, c'est, et de manière tout à fait discrète, une policière qui vient vers lui et lui tend un petit bout de papier. Sur ce bout de papier est inscrit l'IGPN et l'adresse de l'IGPN. Il y a sans doute évidemment des personnes à l'intérieur même de la police qui sont choquées et heurtées de ces modalités répétées de violence. Bon, ça c'est une des histoires qui le montre effectivement. En fait, il nous a semblé important de distinguer deux types de violences un peu particulières qui sont les violences verbales et les violences physiques. Donc évidemment, toutes les violences dont je parle tout à l'heure ont des répercussions physiques, parfois
fois somatiques et psychiques sur les personnes exilées. Ces violences verbales, c'est le fait de se faire insulter par la police, c'est le fait de aussi entendre de manière très régulière des injures racistes et d'être constamment tutoyé, d'être constamment soumis à des invectives. Je crois que le terme « dégage », c'est le premier terme que les personnes exilées apprennent quand elles arrivent à Paris, parce qu'elles l'entendent tout le temps. Donc ça dit évidemment quelque chose quand même de la manière dont on considère les personnes. Ça dit aussi quelque chose de cette catégorisation comme indésirable dans l'espace public et d'une sorte de rapport de domination qui est rappelé par la présence policière et par la manière dont la police s'adresse à ces personnes. Ça, c'est une violence supplémentaire qui est faite aux personnes exilées elles-mêmes quotidiennement, de se sentir non seulement indésirable dans l'espace public, mais déclassé, renvoyé à un statut, renvoyé à un soupçon d'être là de manière indécente ou de manière mensongère. Donc c'est beaucoup aussi raconté par les personnes exilées elles-mêmes, et ça empiète évidemment très grandement sur leur possibilité de confiance envers la police. Au début, je ne comprenais pas qu'est-ce qu'on nous dit. Bon, aujourd'hui, vu que je comprends un petit peu la langue, il y a quelques phrases qui résonnent dans ma tête parce que je dis ah oui, c'est comme ça. Bah, tout le temps, c'est vous et pourquoi vous êtes là? Si vous n'êtes pas content, vous pouvez retourner chez vous. Les gens, ils ne savent pas tous les risques qu'on prend et pour venir ici et ils pensent que c'est facile ou ils pensent qu'on vient juste pour profiter. Ils ne savent pas les difficultés ou les problèmes ou pourquoi on fuit le pays. Et je viens d'Érythrée, donc l'Érythrée, c'est un pays qui est très compliqué. Soit tu restes toute ta vie à faire la militaire, soit tu fuis le pays. Et même pour fuir le pays, c'est pas facile. Il y a trop de risques. Ça m'a pris 1 mois pour traverser la désert. Encore en Libye, c'était comme je suis arrivé là-bas, le pays c'était en guerre. Il y a la barrière de la langue aussi, tu ne comprends pas qu'est-ce qu'on dit. Et franchement, la Libye, on nous traitait comme des animaux. On nous vend. Et sinon, tout le temps, on te demande de l'argent. Si tu ne payes pas de l'argent, tu ne peux pas sortir d'ici. On nous faisait travailler, des travails durs. Et par la suite, j'ai eu de la chance quand même de traverser le Méditerranée et je suis arrivé ici. Et on croit que c'est une fois que je suis arrivé en Europe, ça y est, c'est la belle vie et ma vie elle sera bien. Mais non, c'est pas ça. La réalité, c'est autre chose. Dormir dehors, tout le temps à chercher, trouver un endroit qui est sécurisé. On a la difficulté aussi, on ne peut pas communiquer avec les gens. Mais malgré ça, des fois, il y a des gens, il y a beaucoup d'associations, malgré les associations qui nous aident et tout ça. C'est pas facile, mais au moins quand même, on mangeait et ils nous ramenaient des tentes, des vêtements pour nous aider un petit peu. En fait, ça c'est un des exemples parmi tant d'autres des entraves qui peuvent arriver aux associations. Et il y a eu des épisodes beaucoup plus violents. Je pense au Conseil d'État il y a quelques mois où les assos se sont mis avec des MNA et les jeunes et les associations se sont fait violenter physiquement. Il y en a qui se sont fait arrêter. Et en fait, moi, en coordination de l'Interorga et d'un peu toutes les assos, on a plein de remontées de bénévoles et de gens qui ont peur en fait maintenant de participer à une intervention de différentes assos, de venir avec Utopia. Ils se disent mais en fait potentiellement on va être réprimé, potentiellement on va avoir des PV. Nous on fait ça sur notre temps libre et on n'a pas d'argent. Il y a beaucoup de gens qui sont étudiants ou un peu précaires. En fait, ça fait que les gens vont se désinvestir et que voilà, c'est un bon système pour décourager les personnes. Ce dont on est en train de parler, là, toutes ces violences policières, il ne s'agit pas du tout de bavures, il ne s'agit pas d'actes isolés de certains ou certaines policières, il s'agit bien, au contraire, de ce qui forme le répertoire d'action de la police à Paris envers les personnes exilées. Disons, même si j'ai eu les papiers, et par rapport, parce que j'ai d'autres personnes, toujours qui n'ont pas eu les papiers, qui sont toujours dans difficulté, en quelque sorte, bon, le papier quand même, ça nous aide pour travailler, pour avoir les soins correctement si on a un problème de santé et tout ça. Mais la vie reste difficile quand même toujours parce que c'est pas facile pour trouver du travail, c'est pas facile pour trouver du logement. Cette modalité d'action, ce qu'elle révèle quand même, c'est l'idée qu'il
il faut décourager les personnes exilées de rester. Si on va déloger les gens de l'espace public, si on va les déloger, même lorsqu'ils sont cachés en effet sous un pont ou dans un interstice entre le périphérique et l'autoroute, c'est aussi parce que, in fine, le message global, c'est « vous n'êtes pas les bienvenus ici ». La discrimination, elle est là toujours. Toujours elle est là. Toujours elle est là pour trouver du travail. Même comme je fais des entretiens et tout ça, et tout le temps ça me ramène. Mais pourquoi vous êtes là? Pourquoi vous êtes venu là? Et une fois qu'on essaie de... Je ne vais pas dire que je ne suis pas content parce que c'est vrai, dans mon pays aussi c'était très compliqué. Mais une fois que je suis ici, je dis que c'est un pays de droit quand même. Donc les choses elles peuvent être mieux que ça. Ils n'ont pas envie de comprendre. Même si j'explique pourquoi je suis venu et j'ai pris tous ces risques-là de traverser le Méditerranée et le désert. J'ai l'impression que les jeunes ils ne comprennent pas. C'est juste, j'ai l'impression qu'ils ne nous aiment pas et ils n'ont pas envie des étrangers tout simplement. En fait, je vais aller en Allemagne. Je ne veux pas rester à Paris. Moi, je ne savais pas que la France, il est comme ça. Si je savais que la France, il est comme ça, il n'y a personne qui les faut de rester à France.